La FNBPC, la Fédération nationale des blessés du poumon combattant. Une association aujourd'hui un peu méconnue, mais qui atteint une véritable apogée au milieu du XXe siècle, comptant pas moins de 350 000 adhérents répartis dans plus de 300 sections sur le territoire national. Il faut dire que la guerre, les guerres, en avaient rempli funestement les rangs. Ces anciennes victimes de la tuberculose ainsi que leurs épouses partagent une histoire en commun et forment depuis longtemps une authentique famille. C'est l'histoire de cette famille que nous allons vous raconter. Pour cela, il faut remonter à la Première Guerre mondiale. Pendant la Grande Guerre et dès 1915, des soldats alliés sont gazés par les ennemis, notamment au chlore qui détruit les tissus pulmonaires, puis, à partir de 1917, à l'hypérite. Ces gaz provoquent plusieurs types de pathologies, dont la tuberculose, sous différentes formes. Les combattants sont souvent mal protégés. Ils sont démobilisés, allant grossir les rangs d'hôpitaux et de sanatoriums peu préparés pour les soigner, et ce, d'autant que la maladie est réputée extrêmement contagieuse. Ces anciens du front sont à la fois malades et rejetés, parfois par leur propre famille. La France peine à reconnaître des taux de pension de 100% à la hauteur de ceux de leurs camarades blessés. Et les malades sont encore isolés aux quatre coins du pays dans des conditions souvent misérables. Qui plus est, ils sont victimes d'un ostracisme patent. Dès 1915, il faut bâtir impérativement un système permettant d'isoler les militaires tuberculeux en vue de leur mise en réforme. À partir de là, et bien avant la loi Honorat de 1919, naissent 32 stations sanitaires et 43 hôpitaux sanitaires aux quatre coins de la France. Installé dans les locaux d'un ancien établissement thermal des Pyrénées, l'hôpital complémentaire numéro 59 de Campagne-les-Bains fait partie de ce plan très ambitieux. Il est ouvert le 20 octobre 1916 sur réquisition de l'État. Cet aménagement ne se fait pas sans peine. Un ministre, un sénateur, un député et d'autres encore crient au loup en raison du caractère contagieux de la maladie. Mais l'hôpital s'installe bel et bien et se dote de 140 lits. Malheureusement, de nombreux patients décèdent et sont enterrés dans le cimetière communal, ceci souvent de nuit pour ne pas effrayer la population. Il faudra attendre 1958 pour que les corps de ces soldats soient transférés dans un cimetière militaire national. À partir de 1920, l'hôpital est dirigé par le docteur Roux, un médecin énergique de 34 ans qui va développer de multiples techniques de prise en charge des malades, notamment la cure d'air et le travail en atelier à rythme modéré. Cette même année 1920, de façon concomitante mais toujours avec le docteur Roux, est créée à la sous-préfecture de Limoux l'association des blessés du poumon. Et un journal voit le jour, Vivre, qui s'adresse à tous les tuberculeux de France. Un an plus tard, le 15 février 1921, l'association devient officiellement la Fédération nationale des blessés du poumon. Grâce à l'intervention d'une actrice de théâtre très connue à l'époque, Marthe Brandès, la FNBP s'installe dans un local à Boulogne-sur-Seine, lieu de rencontres et de débats, et surtout organe central pour des malades dispersés aux quatre coins de la France. En juin 1924, Albert Delsuc, ancienne victime de guerre et adhérent à la FNBP depuis seulement un an, est élu secrétaire général. En 1925, il visite l'hôpital de Berck, dans le Pas-de-Calais, où sont regroupés des patients atteints des tuberculoses osseuses et viscérales, et décide de les incorporer à la fédération. Celle-ci devient donc la FNBPC, la Fédération nationale des blessés du poumon et chirurgicaux. Les adhésions pleuvent de toute la France. La volonté et le dynamisme d'Albert Delsuc permettent rapidement d'obtenir des avancées substantielles, dont, entre 1924 et 1925, des décrets portant à 100% l'indemnisation des différentes formes de tuberculose, qui n'étaient alors que bien plus basses. En 1925, Albert Delsuc visite le village sanitaire de Papworth, en Angleterre, dans le comté de Cambridge, qui date des années 20. Il est frappé par cette communauté de malades vivant en famille dans des maisons individuelles ou en chambre d'hôtel pour les célibataires. En 1926, la fédération s'installe rue Bobillot, à Paris. Albert Delsuc rêve déjà d'un Papworth à la française. En 1928, il demande au docteur Hasman d'aller visiter le village sanitaire anglais. Le médecin est conquis par ce qu'il y voit.
Pour lever des fonds et faire rayonner la fédération, Albert Delsuc s'appuie sur les plus hautes personnalités pour organiser de grands galas très mondains, comme ici au Ritz, ou là, au Casino de Cannes. En 1929, Albert Delsuc présente l'étude d'une ville future de 5000 habitants, mais l'État n'accorde que 52 millions de francs de l'époque et il faut revoir le projet à la baisse. Pour mener à bien son projet, il s'appuie sur le docteur Haussmann pour la partie strictement médicale et sur un jeune architecte de 28 ans, Pierre Forestier, pour l'urbanisme de la cité. Cet adepte de Le Corbusier fera de cette cité de l'espoir une véritable ville à la campagne. En février 1930, et alors que les adhésions continuent de pleuvoir, le président de la République, Gaston Doumergue, inaugure en grande pompe le 5e dispensaire de la FNBPC, en l'occurrence rue Bobillot, dans l'immeuble attenant au siège de la Fédération. Le journal Vivre en fera bien sûr sa couverture. En juin de la même année, le Sénat vote un budget de 60 millions, dont 52 pour le seul projet porté par la FNBPC. Albert Delsuc est désormais à la manœuvre pour créer sa cité idéale. Toujours secondé par le docteur Haussmann, il choisit un site en Dordogne qui va s'appeler Clairvivre. Des travaux pharaoniques s'engagent en 1931. Au total, plus de 2 années de travail acharné vont être nécessaires, engageant des ouvriers locaux mais aussi issus de fort nombreux pays. Pour les futurs malades, l'exposition sur un flanc sud-ouest à moyenne altitude est idéale, mais la roche est très dure et le travail difficile. Finalement, l'inauguration a lieu en grande pompe en 1933. Un balai de limousines amène ministres et autres sommités au pied du Grand Hôtel. Bien que les grands bâtiments ne soient pas encore tout à fait terminés, Edmond Miellé, ministre des Pensions, vient inaugurer la cité le 30 juillet 1933. Pour cette grande fête, Albert Delsuc a voulu une manifestation à la mesure de son œuvre. Pendant la visite des officiels, une foule compacte envahit le Grand Hôtel et les magasins généraux. Après le buffet et le discours d'Albert Delsuc, divers spectacles sont proposés, comme ici des danses écossaises ou là des échassiers irlandais. En plein Périgord, au milieu des forêts salubres, aux clairières ensoleillées, a surgi d'un élan vers la vie, créée par les malades pour les malades, une ville de clarté, de santé, de travail et de gaieté, c'est Clairvivre. Les blessés du poumon vivent là une existence saine qui met leur famille à l'abri de la contagion. Ils retrouvent une activité professionnelle et sociale. Ils assurent l'avenir et la santé de leurs enfants qui seront recueillis par leurs camarades s'ils deviennent orphelins. Mais les victimes de la Grande Guerre veulent plus encore. Encouragés et conseillés par les princes de la science, ils veulent surtout donner au monde l'exemple réconfortant d'une œuvre de solidarité profondément humaine et d'un progrès de la civilisation. Ils veulent que leur expérience profite à toutes les victimes du combat quotidien contre la tuberculose, et pour elles, ils légueront au pays la cité de leurs rêves qui reviendra à l'État en 1950. Centre d'attraction et de rayonnement, triomphe des forces de vie contre les forces de mort, symbole de l'union qui devrait grouper tous les hommes et rapprocher tous les peuples dans la lutte commune contre la maladie, Clairvivre est une œuvre de paix et de fraternité. On l'aura compris, l'idée principale d'Albert Delsuc consiste à associer les soins, la vie familiale et la réhabilitation professionnelle, et tout ceci dans une ville la plus autosuffisante possible. Cette vision reflète pour une grande part les idéaux socialistes dits utopistes initiés par le philosophe Fourier dès le XIXe siècle. De 1933 à 1939, la cité est entièrement vouée aux tuberculeux et à leurs familles. Mais dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, des réfugiés affluent de toutes parts. Le fonctionnement de Clairvivre est entièrement chamboulé. L'hôpital s'occupe en priorité des blessés du maquis, sous l'égide du professeur Fontaine. La nouvelle Légion française des combattants, initiée par Pétain, dissout la FNBPC, en confisque les biens et chasse de Clairvivre Albert Delsuc et ses collaborateurs. Ceux-ci ne pourront revenir qu'après la fin du conflit, en 1946, dans une cité très endommagée par les années de guerre.
Progressivement, avec de petits moyens, Albert Delsuc fait remettre la cité en état. Clervivre redresse la tête. En même temps, la tuberculose recule. C'est donc la formation des adultes, pour anciens tuberculeux ou pas, qui prendra progressivement le dessus. En 1954, un centre d'aide par le travail ouvre ses portes pour les handicapés, mais l'on continue à s'occuper des tuberculeux. En septembre 1957, Clervivre, de nouveau flambant neuve, accueille en congrès international les représentants de 17 nations qui s'intéressent à cette fabuleuse réalisation de la FNBPC. Mais en février 1962, Albert Delsuc meurt et la cité se retrouve en deuil. Ses obsèques ont lieu le 2 mars à Clervivre, en présence d'une foule immense et recueillie. Malgré la disparition du fondateur et les profonds remaniements opérés au sein de l'établissement, l'esprit philanthropique flotte toujours au-dessus de ces murs, qui aujourd'hui encore reçoivent des hommes et des femmes malmenés par la vie. Mais rejoignons le président de la FNBPC, Robert Talbot, et le secrétaire général, Étienne Courpe, à Campagne-sur-Aude, où ils se sont rendus pour assister à une commémoration militaire et saluer le futur jumelage entre la commune et celle de Salagnac-Clervivre. Alors, Robert Talbot, vous êtes le président de la FNBPC, Étienne Courpe, vous êtes le secrétaire général de cette même FNBPC. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire pourquoi on se retrouve aujourd'hui à Campagne-sur-Aude? Campagne-sur-Aude est le village qui a vu, Campagne-les-Bains exactement, et le hameau qui a vu naître notre fédération le 15 février 1921. Et de là est partie une grande histoire de la fédération jusqu'à nos jours, puisque aujourd'hui encore, elle est, je pense, très utile à nos camarades anciens combattants, anciens combattants malades, nos veuves et nos orphelins de guerre. Combien il y a de veuves et ou d'orphelins de guerre, d'après vous, Monsieur le Président? D'après 2000 à 2200 actuellement. Mais on est dans des effectifs de fin de vie actuellement, parce que on ne va pas souhaiter une guerre pour régénérer des effectifs. Donc on est en perte de vitesse. On est loin des 350 000 adhérents que nous avions à la suite de la guerre. Mais ça reste considérable. Et ça reste considérable parce que c'est des gens qu'on doit s'occuper toujours. On ne peut pas les laisser comme ça dans la baraque. Ils nous ont fait confiance pendant des années. On continue à assumer cette confiance. Voilà. Et alors, Campagne-sur-Aude, c'est une des 3 capitales, j'allais dire, françaises de la FNBPC. Il y a Paris, il y a Campagne et il y a, bien entendu, Salagnac-Clervivre. Salagnac-Clervivre. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, mais vraiment en 2 mots, la répartition de ces 3 sites? Par exemple, à Paris, vous avez... Le siège fédéral, construit en 1926. Oui. À Clervivre, nous avons ce qui était l'emblème humanisme de l'humanisme de la fédération, créé en 1930 par Albert Delsuc, sur une idée tout à fait utopiste d'ailleurs à l'époque. Et cette construction s'est commencée en 1930 et s'est terminée en 1933, a été inaugurée au 1er juillet 1933. Et puis Campagne-les-Bains, le départ de notre fédération, où sont enterrés nos camarades décédés à l'hôpital militaire de Campagne. Je voudrais rajouter également une chose. Nous avons parlé de Campagne, nous avons parlé de Paris, nous avons parlé de Clervivre. Mais moi, je veux vous dire que les enfants de nos adhérents sont partis en colonie de vacances à Amélie-les-Bains, où nous avions une colonie de vacances, un fort à Amélie-les-Bains. Et ils ont passé, je pense, de très agréables moments. Donc, si on doit faire la quadrature du cercle, il y a Campagne, il y a Paris, Clervivre et Amélie-les-Bains. Et là, vous êtes vraiment au milieu de la fédération. Je pense ne pas me tromper, n'est-ce pas, Président? On a des enfants qui nous écrivent. Mon père était très lié à la fédération. Je veux rester dans le giron de la fédération. D'ailleurs, je suis allé en colonie de vacances à Amélie-les-Bains. Et ça, c'est de nombreux enfants de camarades, lorsqu'on arrive au destin, qui nous parlent de ça, d'Amélie-les-Bains. D'ailleurs, mes 2 filles sont allées, une de mes filles est allée à Amélie-les-Bains, les enfants de Pierre Monroy, notre président honoraire, sont allés à Amélie-les-Bains, et de nombreux enfants de camarades sont allés à Amélie-les-Bains. C'était un centre pour nous qui fonctionnait et qui a dû commencer à fonctionner dans les années d'après-guerre. Je vous l'ai dit ce matin, chez nous, on est des humanistes. Voilà, tous. On ne fait pas ça pour la gloire, on fait ça tous au service des autres. Et nous avons notre secrétaire qui est là-bas derrière, qui s'occupe des veuves, et je peux vous dire que
Les veuves, elles ont besoin de nous actuellement, parce qu'on leur tire dessus de tous les côtés. Et ça aussi, ben, elle est dévouée, elle tient le choc. On leur tire dessus, on vient de leur supprimer la demi-part. Est-ce que ces gens-là constatent, ont vécu quand même quelque chose dans leur vie? On a l'impression que nos députés qui sont près de nous, ils nous comprennent lorsque nous sommes à leur côté, mais quand ils sont arrivés dans la boîte à musique, là-haut au Palais Bourbon, c'est fini. Vous avez des femmes qui ont été mariées, qui ont vécu avec leur mari toute leur vie, mais quand le mari décède, la femme, faut qu'elle continue de vivre à la maison. Elle a les mêmes frais, elle a les mêmes charges. Donc on supprime une demi-part. Faut quand même être réaliste. On peut pas dire que c'est des cadeaux qu'on nous fait en ce moment, mais en particulier aux veuves. Et quand on connaît les minimums sociaux pour les veuves ou autre chose, on doit constater que nous sommes dans une période complètement de régression. Alors Robert, quid des amis des blessés du poumon Mais les amis des blessés du poumon ont existé pratiquement en même temps que la fédération. Ça a fonctionné plus ou moins bien parce que c'est une association que nous avons parallèle qui est alimentée par des legs et qui nous permet de donner des secours aux personnes qui en ont besoin. Et pratiquement actuellement, c'est nos veuves qui ont besoin des amis des blessés du poumon. Mais c'est une association aussi qui a participé dans les années 1920-25 à l'édification, qui a mis la main à la poche aussi pour la création de dispensaires à Paris. Nous avons créé 2 dispensaires, enfin il y a 3 dispensaires à Paris, dont celui qui était au siège de la rue Bobillot à Paris, où 5 médecins travaillaient en permanence, des spécialistes, au service de nos camarades de la région parisienne. D'ailleurs, des sections aussi en fait, hein, il fallait qu'ils montent à Paris. Et puis, on a créé 2 autres dispensaires dans la banlieue parisienne. J'ai pas les noms et l'adresse ici parce que j'essaie dans des dossiers, mais 2 dispensaires avec l'aide aussi des amis des blessés du poumon. Et on a participé. Et le premier dispensaire à Berck, qui était le point de départ du centre héliomarin de Berck pour les tuberculoses osseuses. Donc, vous nous parlez donc tuberculose osseuse parce que jusqu'à cette date-là de l'autre à Berck, c'était pas la Fédération nationale des blessés du poumon, c'était FNBPC. On a rajouté le C à Berck parce que on avait accepté de prendre ces camarades la tuberculose osseuse avait été reconnue. Donc on a rajouté chirurgicaux à l'époque, qui depuis s'est passé combattant, mais ça c'est encore une autre histoire dans les cadres de fédération. Donc les amis des blessés du poumon ont toujours été actifs au sein de la fédération. Hein. C'est pas juste maintenant. Alors on a eu une période où les amis des blessés du poumon étaient complètement inactifs parce que c'était la fédération qui était obligée de prêter de l'argent pour qu'ils continuent certaines activités qui avaient été entamées par des prédécesseurs. Bon, je m'étendrai pas là-dessus. Mais disons que les amis des blessés du poumon ont toujours existé, en fonctionnant plus ou moins bien. Depuis quelques années, et nous avions là derrière vous le trésorier, la secrétaire, le secrétaire général et le président des amis des blessés du poumon qui ont essayé de redémarrer ce fonctionnement pour venir en aide à ces gens qui sont dans le besoin. Mais je vais vous donner une difficulté, c'est que ce qui est très difficile, c'est d'aider des gens qui ne demandent pas. Parce que parmi toutes ces veuves, si on a 2 minutes, je vais vous expliquer un cas d'une veuve à qui il restait 100 € par mois pour vivre après l'entrée de son mari dans une clinique pour Alzheimer, qu'on a aidé. Et je me suis dit, attendez, 6 mois après, pour rien qu'elle doit avoir encore besoin, c'est pas possible, sa situation s'est pas améliorée. Eh bien, malheureusement, si sa situation s'était améliorée, je l'ai appelée. Oh, elle m'a dit, monsieur Talbot, vous êtes gentil, mais j'ai plus besoin de rien. Parce que mon mari est décédé, maintenant je suis en maison de retraite, et bien avec ma retraite, j'arrive à vivre. Elle m'a dit, non, c'est bon. Vous voyez, le problème, ça c'est l'activité des amis des blessés du poumon. Et c'est une activité importante, parce que bon, on ne peut pas laisser le passer sous silence malgré tout. Mais enfin, disons que c'était longtemps sous l'éteignoir, et maintenant on essaie de le faire survivre, on le fera survivre jusqu'à ce que la fédération tiendra. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est la fédération sur les amis des blessés du poumon, en essayant de... Attendez, je voudrais rebondir, excusez-moi. Après, en fait, finalement,
toutes catégories confondues sur le territoire national, je veux dire, il y a combien de sections? Ah ben maintenant, il doit nous rester une soixantaine de sections, mais on a été jusqu'à 300 et quelques sections. C'était important. Il y avait des départements où il y avait 3 sections. Et on a encore de nombreuses sections qui tournent, mais enfin, c'est plus qu'une soixantaine, hein, parce que, vous voyez bien, on est tous... Enfin, en gros, c'est une section par sous-préfecture. Bah, grosso modo, c'était ça, voilà, c'était ça, par préfecture. On s'étendait sur tout le département, avec des sections très importantes, parce que je pense à la section de Brest, où ils étaient 6000 adhérents. Et on a eu d'autres sections importantes dans la ville, mais celle de Brest, en particulier, 6000 adhérents. Alors c'était quand même... vous voyez, d'ailleurs, quand vous allez à Clairvive, que vous voyez l'alvéole, là, où il y a le bassin à la mémoire de Delsuc, c'était construit avec les dons de toutes les sections en France. Alors toutes les alvéoles, il y avait un nom de section. Alors vous pouvez vous rendre compte de ce qu'il y avait encore en 1962 comme section à la fédération. Et ça, le nombre d'alvéoles correspond, hein, vous pouvez... Voilà. Vous vouliez ajouter quelque Oui, chose? je voudrais rebondir. D'abord pour dire que l'association des Amis des blessés du poumon est une association reconnue d'utilité publique depuis 1925. Mais tout à l'heure, très important, Robert Talbot vous a dit que la fédération et les amis, c'est une grande famille. Il vous a cité un exemple. Moi, je vais vous en citer un autre. Il y avait une adhérente qui est décédée. La famille a, sur le faire-part, écrit la sépulture, ainsi de suite, la vie de décès, pas de fleurs, pas de couronne, des dons à la FNBPC. Et nous avons reçu un chèque de tous ces dons qui avaient été versés. Donc vous voyez que c'est vraiment une grande famille. La Fédération nationale des blessés du poumon combattants, la FNBPC, est une grande famille. Et qui dit famille dit réunion. C'est avec une grande émotion que je suis auprès de vous, à vos côtés ce matin, au cimetière militaire de Campagne-sur-Aude, pour célébrer la mémoire de tous ces militaires, de tous ces jeunes militaires, 1638 exactement, qui entre le 20 octobre 1916, date à laquelle fut accueilli le premier malade, et le 5 mars 1922, date à laquelle l'hôpital ferma ses portes. Ils ont séjourné dans cet hôpital militaire de Campagne-les-Bains. Qui étaient les pensionnaires de cet hôpital de Campagne-les-Bains? Qui étaient ces blessés ou malades? Essentiellement des hommes, convalescents venus des 4 coins de France, atteints de blessures, des voies respiratoires, ou des victimes de maladies pulmonaires terrassées par la vie des tranchées. Ils avaient entre 20 et 40 ans. Dans leur immense majorité, les hospitalisés appartenaient aux grades les plus modestes de la hiérarchie militaire. À peine 10% de sous-officiers et 4% d'officiers, presque uniquement du grade de lieutenant. Leur séjour à l'hôpital était de courte durée, moins de 3 mois en moyenne. À l'issue de leur séjour, les hospitalisés de Campagne-les-Bains étaient évacués sur d'autres formations médicales, très souvent réformées ou renvoyés dans leur foyer. 38 d'entre eux ne quittèrent le havre de paix de cet hôpital que pour rejoindre ce cimetière militaire. Pour la plupart, ils disparurent entre 20 et 30 ans, et l'année 1919 fut la plus meurtrière. Plus que toute autre, la Grande Guerre fut une guerre de jeunes. C'est une génération de jeunes hommes qui fut décimée en France et en Europe. 1/10 de la population française fut éliminée par cette guerre. 1 400 000 tués ou disparus, et pour la plupart des jeunes. C'est à eux que nous rendons hommage aujourd'hui. Le sentiment qui domine devant ce cimetière
est une immense compassion pour ces vies brisées, ces vies martyrisées, qui ne sont plus désormais que des noms inscrits sur des pierres tombales. Je voudrais insister, ici devant vous, sur un aspect trop souvent méconnu. Ces militaires éternellement jeunes, ces héros à qui nous rendons hommage, non seulement enduraient de terribles souffrances dans leur corps, mais étaient parfois relégués par la population locale comme des patients atteints de maladies dangereusement contagieuses, difficilement curables à l'époque. Souffrance physique, parfois intolérable, souffrance morale, isolement pour ces jeunes militaires loin de leur famille, loin de leurs proches, qui les attendaient avec inquiétude. Ayons une pensée aussi pour toutes les mères de ces jeunes militaires qui ont pu embrasser leur grand garçon une dernière fois sous les quais d'une gare et qu'elles n'ont plus jamais enserré dans leurs bras. Notre devoir à nous paraît bien modeste en comparaison. Nous qui n'avons que la seule obligation morale de ne pas oublier ces morts, je dirais plutôt ces jeunes, éternellement figés dans le rayonnement de leur jeunesse, afin que leur sacrifice ne perde pas sa signification et sa valeur d'exemple. Ce cimetière militaire aujourd'hui est soigneusement entretenu par la municipalité, le Souvenir français et la Fédération des blessés et malades du poumon, qu'ils en soient vivement remerciés. Mesdames et messieurs, je laisse à chacun d'entre vous le soin de méditer, avec l'histoire personnelle qui est la sienne, sur la fraternité qui nous unit à ces jeunes soldats tombés pour notre pays, pour notre liberté, il y a déjà longtemps, mais intensément présents dans notre mémoire ce matin. Cette cérémonie du premier dimanche de novembre, elle revêt toujours un caractère exceptionnel. Nous avons un piquet d'honneur où la Légion étrangère, ou le 3e RPIMA de Carcassonne, nous avons les autorités civiles et militaires qui nous accompagnent. Voilà, c'est vraiment un lien qui est très marqué aussi avec la commune de Salagnac-Clervivre. Nous allons, je pense, dans les semaines et les mois à venir, concrétiser ce lien par certainement un jumelage entre les deux communes. Sous l'égide de Martine Marquet et en présence des maires des deux communes bientôt jumelées, une visite eut lieu, une exposition temporaire sur l'histoire de Clervivre. C'est un engagement pour sauver la mémoire et puis que ça ne tombe pas dans l'oubli. Parce que bon, on sait très bien que c'est pas parce qu'on va montrer ce qui s'est passé à cette époque-là que ça va arrêter les guerres. On sait très bien que ça les arrête pas. On en a la preuve tous les jours. Mais bon, en espérant que les jeunes qui regardent se disent eh bien, pourquoi la guerre hein? Ici à Campagne, on a un cimetière spécialisé pour les militaires où on n'a que les gens qui avaient été bombardés par les gaz et ceux qui avaient la tuberculose. Ils leur ont lâché des gaz dessus et ils ont respiré le gaz et ça leur a brûlé les poumons. Enfin, on sait que ça existe toujours les gaz, malheureusement. Quittons Campagne-sur-Aude pour revenir au siège de la Fédération, rue Bobillot, à Paris. Est-ce que lorsque la Fédération décide de fermer, tout s'arrête, y compris les sections, ou alors on laisse la possibilité aux sections d'être autonomes à ce moment-là et de continuer elles-mêmes? Comme tous les ans, le conseil d'administration et l'assemblée générale de la FNBPC et de l'association des Amis du Poumon eurent lieu dans les locaux historiques. Cette année 2016, en dehors des affaires courantes, l'accent fut mis sur des sujets sensibles. Raréfaction du nombre d'adhérents et de sections et organisation du transfert progressif des archives de la Fédération sur le site de Clervivre. Une page à tourner en douceur. Dans les années à venir, toutes les archives de la presque centenaire FNBPC seront désormais rassemblées dans un pavillon de la cité sanitaire voulu par Albert Delsuc. Un écrin logique et tout désigné pour un futur musée qui témoignera de l'importance qu'eut cette fédération tout au long du XXe siècle.